Bon, alors bonsoir de nouveau. Notre soirée de ce soir, vendredi 11 mars. Nous avons un sujet très spécial ce soir. C'est l'Institut sur la prospérité mondiale. C'est un sujet qui va être présenté par trois jeunes, Alphonsine, Magali et Chloé, que je vais vous présenter dans quelques instants. Le format habituel, elles nous présentent le programme, leur sujet pendant 30-40 minutes environ. Et pendant ce temps-là, comme je vous disais tantôt, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés. Si vous avez des questions, il y a une case converser ou chat en anglais que vous pouvez taper des questions et je m'assurerai de leur poser ces questions-là à la fin, lorsque le moment viendra, sera opportun. Comme je vous disais, c'est moi qui vais présenter ce soir. Je m'appelle Sorel Nacostine, mais d'habitude, c'est Lise Langlois, mais elle ne pouvait pas être là avec nous ce soir. Elle était prise en Europe, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, Ce soir, donc, on est sur la cinquième de la série de 8 présentations qu'on fait cette année dans cette saison 2021-2022. Donc, c'est l'Institut sur la prospérité mondiale. Juste prenez en note que dans environ un mois, le 15 avril, ça va être Lise Langlois elle-même qui va nous présenter qu'est-ce que la justice sociale, une exploration bahaï et sociétale. Donc, gardez ça dans votre calendrier. C'est la prochaine qui s'en vient. Mais allons-y ce soir. Donc, ce soir, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler d'Institut d'études pour la prospérité mondiale. Et nos trois présentatrices sont Alphonsine Sefou, qui est une étudiante au certificat en journalisme. Elle a gradué d'un bac en affaires publiques et relations internationales en 2021. Elle travaille présentement au ministère de l'Environnement en fait recherche sur les 11 Premières Nations autochtones du Québec. Et c'est trois jeunes de Québec. Hein, on s'entend, bon, il y a Chloé qui est partie à Ottawa, mais les trois jeunes sont natifs de Québec. Magali Fleur-Bertrand est une finissante au bac en arts et sciences de l'animation. Elle travaille présentement en s'impliquant dans un projet à l'école secondaire La Seigneurie, ayant pour but de redonner de la motivation aux jeunes à risque de décrochage scolaire en confectionnant un jeu vidéo. Le projet s'appelle Fusion Jeunesse. Puis Chloé Côté-Perrault, la troisième et non la moindre, est finissante au bac en psychoéducation. Elle a eu plusieurs expériences d'emploi et de bénévolat dans le domaine de l'éducation. Elle participe à un projet de prévention dans un CPE qui vise à diminuer les signalements à la DPJ et optimiser le développement des enfants d'âge préscolaire. Cela est dit, donc je vais maintenant vous laisser la place à Chloé, Alphonsine et Magali, et qui vont présenter leur propre écran et qui vont nous présenter leur sujet. Est-ce que vous êtes là, mesdemoiselles? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va commencer à partager la présentation. Super. OK. Ben, merci d'être venu pour nous entendre parler de l'Institut d'études pour la prospérité mondiale. Donc, juste pour vous faire une introduction de ce que c'est en tant que tel, c'est un séminaire dans lequel des étudiants, autant au cégep qu'à l'université, qui veulent appliquer les enseignements de Baha'u'llah dans leur vie, sont invités à participer. Donc, c'est un séminaire qui a lieu pendant 4 ans. Puis, à chaque année, c'est 10 jours de séminaire. Donc, c'est une belle expérience pour les étudiants, comme j'ai dit. Donc, commençons. Donc, enchantée. On voulait commencer peut-être en entendant un peu vous êtes qui, tout ça. Donc, Alphonsine va vous poser des questions. Puis, si ça s'applique à vous, vous pouvez mettre un pouce en l'air ou tout simplement lever la main. Donc, on va arrêter le partage pour que tout le monde puisse se voir. OK. Ben, tout d'abord, qui a déjà entendu parler de l'Institut d'études pour la prospérité mondiale auparavant? OK. Super, 3 personnes. OK. C'est bon. Qui a... OK, ça augmente. Tout le monde entend Ça parler. change. Qui a fait des études dans les sciences humaines dans son passé ou en ce moment? Qui a fait des études en sciences naturelles? Donc, ingénierie ou...
peut-être biologie. Qui a des enfants? Qui connaît des jeunes universitaires ou qui vont bientôt être jeunes universitaires? OK. Super. On va se rappeler ça. On compte sur vous. On compte sur vous. Vous êtes les porte-parole. Super, mais merci d'avoir participé. On va repartager. Oui, je fais ça. Super. OK, donc on voulait juste commencer en écoutant en fait un écrit inspirant qui a été mis en chanson par certains des participants. Donc je vais juste aller chercher la chanson maintenant. Plus nous cherchons, moins nous avons la chance de nous trouver. Plus nous cherchons Dieu et servons nos semblables, plus profondément nous devenons familiarisés avec nous-mêmes et intérieurement rassurés avec nous-mêmes et intérieurement rassurés avec nous-mêmes et intérieurement rassurés avec nous-mêmes et intérieurement rassurés. Ceci est l'une des grandes lois spirituelles de la vie. Ceci est l'une des grandes lois spirituelles de la vie. Ceci est l'une des grandes lois spirituelles de la vie. Ceci est l'une des grandes lois spirituelles de la vie. Plus nous cherchons, moins nous avons la chance de nous trouver. Plus nous cherchons Dieu et servons. Donc c'était la chanson. On voulait juste montrer un petit extrait pour un peu représenter l'esprit du séminaire. Puis c'est tellement un bel écrit. En fait, souvent, on va étudier ces paroles-là au début pour réfléchir à l'espace qu'on veut créer ensemble. Donc, ouais. Donc ça, c'est la cohorte qui a participé cet été. Puis, notre groupe a été le premier à graduer du séminaire dans toute l'Amérique francophone. Donc, vous voyez ici Magali, Alphonsine et moi. Donc, c'est pour ça qu'on donne en fait la présentation ce soir. Là. C'est elle un peu expliqué tout à l'heure. Alphonsine est plus niveau journaliste, relations internationales. Moi, je suis plus dans le domaine de l'éducation, travail social. Puis Magali est dans le domaine des arts, l'animation 3D. Donc, on a des domaines complètement différents. Sauf que ce qui nous unit, c'est nos croyances puis le désir qu'on a de changer le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est allé à ce séminaire-là. Donc, dans le fond, on voulait juste expliquer rapidement comment ça a été créé puis pourquoi est-ce qu'il y a cet espace-là pour les jeunes à chaque année. Donc, premièrement, en fait, les jeunes Baha'i, souvent, quand ils rentraient à l'université, il y avait vraiment le désir de changer le monde, d'aider avec les défis dans la société. Sauf qu'on sait c'est comment, tu sais, présentement, dans la culture qu'il y a à l'université ou dans les études, c'est beaucoup comme, OK, je vais aller chercher telle formation pour avoir accès à un emploi, pour avoir un salaire. Donc, les intentions des gens dans leurs études vont évoluer puis vont être influencés par l'environnement de l'université. Donc, ça, puis je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quel étudiant. En fait, il y a tellement d'étudiants, par exemple, qui rentrent en médecine parce qu'au début, ils ont l'espoir de guérir des gens, d'aider autour d'eux, mais plus le temps avance, plus ils vont se sentir, disons, aliénés ou ils vont avoir certaines valeurs comme le matérialisme qui va affecter leur façon de voir leurs connaissances, puis dans quel but ils sont là.
Donc, la Maison universelle de justice a créé le séminaire pour justement aider les jeunes Bahaïs à avoir un espace à chaque année où ils peuvent réfléchir à justement comment est-ce que leur connaissance, leur métier, leur temps peut être utilisé pour améliorer l'état du monde. Donc, en tant que tel, l'intention derrière ce séminaire-là, c'est de développer des capacités à la fois individuelles et de groupe pour contribuer à l'avancement de la pensée dans les différents secteurs qui influencent la prospérité mondiale. Donc ici, on parle d'une prospérité au sens général, autant au niveau, par exemple, d'avoir un environnement qui est sain, d'avoir des bonnes infrastructures, donc c'est prospérité au sens large. Puis finalement, d'explorer les phénomènes contemporains qui influencent la vie de l'humanité. Donc, on peut parler ici de la pandémie, c'est un phénomène contemporain, la technologie, la façon dont l'éducation est en train d'évoluer, donc tous ces phénomènes-là, en fait. Donc après, on a sélectionné quelques buts et quelques points du contenu qu'on voit à travers le séminaire. Il y en a beaucoup plus, là, mais c'est juste certains qu'on s'est dit qu'ils pouvaient être intéressants à voir ce soir. Fait qu'un des premiers buts, c'est s'engager dans l'action sociale. Fait qu'est-ce qu'on entend par là? C'est vraiment un bon exemple de ça. Chloé en avait un l'autre jour. Je sais pas si tu veux partager. Oui, absolument. Donc, un exemple je trouve, qui est facile à comprendre pour voir un peu qu'est-ce que ça peut être l'action sociale. On avait vu ça dans un des séminaires. C'était 2 médecins, un couple, qui faisaient du bénévolat dans une clinique pour donner des soins de santé à des gens qui n'avaient pas forcément accès. Donc, on voit, ils utilisent leurs connaissances pour contribuer à la société, donc l'action sociale. Projet, OK. Ensuite, un autre but, c'est de participer au discours en cours dans la société. Discours ici est au pluriel, puis c'est vraiment important parce qu'en tant qu'individu, on a toujours accès à plusieurs types de discours qui peuvent vraiment être différents dépendamment des environnements où on est ou des espaces où on se trouve. T'sais, on peut avoir des discours avec notre famille qui sont très différents des discours qu'on a avec nos collègues à l'université ou même nos voisins, par exemple, de maison ou d'appartement. Fait qu'on nous donne un peu des outils pour répondre à certains discours qui sont en cours dans la société, puis être mieux outillés pour traverser ça, puis vraiment comme être certain de nos valeurs puis de notre opinion. On nous pose souvent comme la première année, on a vraiment été challengés, si on peut dire. Parce qu'on nous posait vraiment, dès qu'on disait quelque chose, on nous demandait mais pourquoi? Puis il fallait toujours se re-questionner sur est-ce que je dis juste ça parce que j'ai appris qu'il fallait dire ça ou parce que j'ai le réflexe de dire ça ou je dis ça parce que je suis convaincue. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est vraiment comme une vérité où je suis certaine de ça. Donc, un exemple de ça pour moi, ce serait par rapport aux gens qui ne veulent pas avoir d'enfants, en fait, des jeunes de notre âge, il y en a énormément qui ne veulent pas avoir d'enfants. Puis souvent, leur discours, ça va être qu'ils se demandent dans quel genre de monde je vais apporter mes enfants, tu sais, ce serait quasiment cruel d'apporter des enfants dans un monde où l'environnement est en déclin, il y a la guerre, la technologie est en train d'aller dans des directions qui peuvent être épeurantes. On est dans un monde aussi qui va être très individualiste, particulièrement en Occident. Il y a plein d'enfants qui ont besoin d'être adoptés. Oui, il y a plein d'enfants qui ont besoin d'être adoptés, c'est vrai. Mais je pense que ces personnes-là iraient même jusqu'à dire qu'ils veulent juste pas éduquer d'enfants, point. Mm-hmm. Mais aussi, ouais, en tout cas. Mais, puis, quand j'entends des jeunes avoir ce discours-là, je les comprends. Mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est vraiment parce que ces personnes-là se disent « OK, la vie vaut pas la peine d'être vécue du tout, il ne faut pas que j'apporte d'enfants dans le monde » ou c'est juste parce que c'est quelque chose qu'ils entendent
tu sais, des autres, puis comme, est-ce que c'est aussi parce qu'ils n'ont pas un but dans leur vie, peut-être? Un but clair dans leur vie, tu sais, peut-être ils aiment leur vie d'une façon, tu sais, ils aiment passer du temps avec leurs amis, leur famille, tu sais, c'est confortable, ils sont bien, mais il n'y a pas comme quelque chose en arrière de ça. Donc, moi, par rapport à ce discours-là dans la société, tu sais, j'essaie plutôt de me poser la question inverse. Je me demande pas, est-ce que je veux apporter des enfants dans le monde? Je vais plutôt me poser la question, quel genre de monde je veux construire pour mes enfants? Parce que je pense que la vérité, c'est que les gens ne vont pas arrêter d'avoir des enfants, comme l'humanité ne va pas s'éteindre parce que tout le monde va décider d'une façon collective, on va arrêter d'avoir des enfants. Fait que je pense que c'est comme un peu contre-productif de se dire, OK, la solution pour les problèmes dans le monde, c'est de ne plus avoir d'enfants. Je pense que c'est plutôt de s'engager dans l'action sociale, de trouver des façons à contribuer à l'avancement de la civilisation de différentes manières. Fait que j'ai ce discours-là avec les jeunes, surtout que mon domaine d'études, c'est l'éducation. Fait que j'essaie de réfléchir à ces questions-là. Puis le séminaire, c'est justement un espace qui m'a aidé à réfléchir à ces choses-là. Oups. OK. Pardon. Ensuite, oui, ensuite de ça, un des autres buts, c'est de développer la capacité d'analyse des étudiants qui participent au séminaire. En tant que tel, à l'université, souvent, on peut se faire dire qu'on ne fait que se faire cracher de l'information à gober, puis c'est ça, à assimiler pour pouvoir passer nos cours et tout ça. Mais en tant que tel, on essaie aussi d'être critique par rapport à tous les messages qui nous sont envoyés, autant par les professeurs en tant que tels que par rapport aux étudiants qui sont autour de nous, des conversations qu'on peut avoir. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui... On essaie de garder le sang-froid, si je peux dire, la tête sur les épaules en tant que tel, parce que c'est facile de suivre des mouvements qui ont lieu autour de nous, que ce soit à l'université ou dans nos réseaux, peu importe. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on veut développer la capacité d'analyse pendant IEPM, justement. Aurais-tu un exemple concret? Non, pas là. OK, pas non plus. Fait que pour bâtir sur le but d'avant, donc on a prendre en charge leur éducation. Comme une chose qu'on fait beaucoup, c'est de questionner la fondation sur laquelle s'appuient les connaissances qui nous sont partagées. Donc, si on regarde, par exemple, en économie, une des fondations, c'est que l'être humain est égoïste à la base. Puis tout le modèle économique est basé sur cette croyance-là, finalement. De ce que je comprends, ce n'est pas mon domaine d'études, mais c'est pour donner un exemple. Dans mon domaine, l'éducation, je vois souvent qu'une des bases sur lesquelles l'éducation est fondée, c'est que l'être humain, c'est d'abord quelqu'un qui est matériel, puis cognitif, social. Oui, matériel, cognitif et social. Donc, c'est quelqu'un qui a un corps, qui est en relation avec les autres, puis qui a des pensées. Sauf que parfois, dans le domaine de l'éducation, en tout cas au Québec ou en Amérique du Nord, la fondation ou l'aspect moral de l'être humain est moins abordé. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui me manque. Puis, tu sais, quand on dit moral, c'est pas forcément de dire il faut endoctriner les enfants ou tous les enfants devraient avoir la même conception exactement du bien et du mal. Mais je pense que d'une certaine façon, les enfants ont besoin de ce cadre-là, ils ont besoin de savoir qu'il faut qu'ils développent leur qualité de courage, d'empathie, d'amour envers les autres, puis que ça aussi, ça fait partie de leur éducation. Tu sais, c'est pas juste des personnes qui pensent, qui sont en interaction avec les autres, puis qui ont un corps. Tu sais, c'est aussi... Les enfants sont aussi des âmes, sont aussi des êtres spirituels. Fait que ça, c'est... Le séminaire, ça aide aussi... à réfléchir à ces questions-là, dans le fond, pour tous les systèmes dans lesquels on travaille, on contribue à ces systèmes-là, on est à l'intérieur des systèmes-là, on reçoit des services de ce système-là, mais c'est fondé sur quoi, dans le fond, sur quelle croyance?
Oh, wow! Au niveau, au niveau du contenu, il y a deux aspects dont on voulait vous parler, là, qui étaient quand même assez intéressants selon nous. Le premier, c'est l'harmonie entre la science et la religion. Dans le fond, dans notre, disons, je vais dire, société, là, souvent la science est vue comme quelque chose de très progressif, alors que la religion est souvent vue comme quelque chose de régressif, alors que la science en tant que telle, on apprend à IEPM que c'est une méthode, qu'elle est encadrée par une certaine méthode où on doit constamment faire une remise en question de ce qu'on connaît déjà, tester des hypothèses, émettre des thèses, tout ça. Et la religion, dans un sens, a un certain lien à faire avec ça, au sens où elle est, d'une certaine manière, évolutive. Quand on croit aux enseignements de Baha'u'lláh, on pense que les révélations qui sont arrivées avant celles de Baha'u'lláh ont apporté leur message à leur temps. Donc, chaque révélation se bâtit une sur l'autre. Puis c'est la même chose avec plein de théories comme celle, par exemple, de la gravité ou plein d'autres qui ont été expliquées au travers du temps, qui ont été éclaircies avec les études puis la connaissance. Donc, on voit ces exemples-là qui sont donnés. Puis si on fait un lien avec l'actualité, ben, encore une fois, il y a vraiment un bon lien à faire entre la science et la religion, au sens où si on fait le lien entre le progrès matériel et spirituel, en ce moment, on a beaucoup de progrès matériel, beaucoup de technologie, mais on dirait qu'on ne sait pas comment bien utiliser cette technologie-là sans la religion et sans une vision commune de ce qu'on doit faire avec nos moyens matériels. Ce qui arrive, c'est énormément de division et beaucoup d'usage de ces moyens matériels-là à des mauvaises fins, comme on peut le voir dans divers pays du monde. Je ne vais pas les nommer, je pense qu'on en entend assez parler, mais, mais il y a besoin d'avoir une harmonie entre la science et la religion. Et grâce à IEPM, cet aspect-là est fortifié. Mhm. Puis je pense que c'était un élément assez important à mettre de l'avant, là, à vous expliquer. Oui. Pour faire du pouce sur qu'est-ce que Alphonsine dit, on pense par exemple aux médias sociaux. Les médias sociaux sont basés sur un modèle qui est très capitaliste, matérialiste. Comme il y a même des psychologues qui vont être engagés pour qu'on reste accroché à nos appareils cellulaires le plus longtemps possible. Donc, comme Alphonsine disait, c'est comme une avancée matérielle, une technologie incroyable. Mais dans quel but, tu sais? Alors que pourtant, je veux dire, on pourrait appeler quelqu'un en Chine maintenant, puis la personne nous entendrait, puis nous verrait pratiquement instantanément quand on dit quelque chose, elle l'entendrait. Tu sais, c'est incroyable comme progrès. Sauf que dans quel but, tu sais? Ça devrait plutôt pour être dans le but d'unir les gens, que les gens se comprennent. Puis ça aussi, ça existe. Là. Les médias sociaux font aussi ça, mais ça crée aussi beaucoup de problèmes sociaux. Fait qu'on a vraiment besoin des deux aspects dans notre vie. Fait qu'on voit beaucoup à travers le séminaire que justement, quand il y a un débalancement à ce niveau-là, des deux côtés, quand il y a un manque de science ou un manque de religion dans cet équilibre-là, ça crée des problèmes. Là, fait qu'on peut facilement déduire les problèmes de tous les exemples qui ont été nommés. Mais c'est ça, on a vraiment besoin de cette harmonie-là puis de cette balance-là pour que les choses avancent. Oui, puis juste apporter une nuance parce que le mot religion peut susciter beaucoup de questionnements puis même des blessures. Mais ce que je comprends de la conception bahaï du mot religion, on ne parle pas ici d'une doctrine particulière. T'sais, comme Alphonsine disait, la religion, c'est quelque chose qui évolue. Puis je pense que pour résumer la vision bahaï du mot religion, c'est dans le fond la spiritualité, le don de soi, la compassion. Abdul-Baha dit que être bahaï, c'est aimer le monde au complet, vouloir servir le monde au complet. Donc, ici, on pourrait changer le mot religion pour d'autres mots, peut-être, dépendamment de notre conception, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais quand nous trois, on utilise le mot religion, c'est à ça qu'on fait référence, dans le fond. C'est à quelque chose qui est très universel, unifiant. C'est ça, c'est pas du tout de dire que tout le monde devrait penser exactement de la même façon, mais il y a des choses qui sont universelles aussi. Il y a des choses que
tout le monde peut s'entendre si on se parle. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle quand on dit religion. OK. Ensuite de ça, un autre aspect qui est présenté pendant IEPM à chaque année, c'est la culture et la communication. Super important pour nous en tant que jeunes qui utilisons dans les réseaux sociaux, comme vous savez. Mais non, tout le monde est affecté par la culture. On baigne dedans constamment, mais ce serait de valeur de ne pas être, encore une fois, critique par rapport au message auquel on est exposé. Mm-hmm. Puis, c'est quelque chose qu'on apprend à faire à IEPM. Ça rentre un peu dans la communication aussi. L'aspect communication peut aussi être développé par les genres de conversations qu'on va avoir avec les autres participants, les personnes qui sont dans nos années et tout. Donc, puis aussi dans tout ce qui est film, on fait de l'étude un peu d'œuvres cinématographiques, on fait de l'analyse d'œuvres artistiques, on lit aussi des histoires bien communes qui relatent beaucoup ou qui représentent beaucoup de phénomènes de notre société occidentale, par exemple. Je pense à une histoire particulière, mais... L'affairement. Oui, l'affairement, mais je pense aussi à des histoires où il y a un choc de culture. Puis je pense que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus dans notre monde mondialisé. Donc, c'est ça. C'est pas mal deux aspects de IEPM dans le contenu là, qui sont super intéressants. Donc, on voulait vraiment vous parler. OK. Donc, les infos pratiques sur IEPM, tout d'abord la logistique. Le séminaire a lieu pendant, je l'ai expliqué un peu tantôt, le séminaire a lieu pendant 10 jours à chaque année, puis c'est pendant 4 ans que ça se fait. Donc, normalement, le séminaire a lieu à l'Université Bishop à Lennoxville. Lennoxville est près de Sherbrooke en Estrie. Puis, je vous dirais que l'emplacement a vraiment un bel impact sur l'ambiance au sens où l'université, le campus en tant que tel est en retrait de la ville. Donc, on se sent un peu à distance de toute distraction. On se sent vraiment dans un beau cocon, si je peux dire. C'est vraiment une belle expérience à vivre là-bas. Au niveau du mode d'étude, comment ça se passe pendant les journées? En fait, il n'y a pas de professeur, mais on est encadré par ce qu'on appelle des facilitateurs qui ont eu une formation pour animer IEPM. Donc, les participants sont assis en cercle pendant l'étude, ce qui favorise vraiment un échange un peu moins, disons, hiérarchisé, si je peux dire, comme on voit à l'université ou au cégep en tant que tel, mais vraiment plus égal. Puis, tout le monde est encouragé à parler s'il veut. Donc, c'est ça, c'est vraiment un bel espace puis une belle organisation pour les échanges. En tant que tel, l'ambiance est assez paisible, mais j'ai vraiment mis dans le PowerPoint, elle est pas plate. Les gens, non, mais c'est pas parce qu'on est des étudiants qui veulent mettre en place les enseignements de Baha'u'llah que, tu sais, je sais pas, on est trop, je vais pas dire trop sage, mais trop tranquille. Il y a du temps pour s'amuser, il y a du temps pour échanger avec d'autres personnes. Puis, comme on dit souvent, les personnes qui sont de la foi Baha'i sont souvent comme des citoyens du monde. Là. Il y a vraiment souvent ce parallèle-là. Donc, on voit tellement des personnes avec des passés là, différents. Juste la dernière fois qu'on y a été, il y avait des personnes qui ont vécu comme en Zambie pendant tellement longtemps. Il y avait des personnes qui étaient nées, je sais pas, dans d'autres provinces du Canada aussi, mais aussi dans des pays d'Europe. Des personnes qui ont fait énormément de voyages dans leur vie, qui ont des métiers différents en tant que tels, tels que nous, on a des études différentes. Il y a plein de personnes qui ont des métiers, des backgrounds, je veux dire, des passés différents. Donc, tout ça pour dire, c'est un bel ensemble de participants à IEPM, puis c'est ouvert à plein de types de personnes, à plein de types de jeunes. Donc, c'est vraiment une belle ambiance. Absolument. Donc, on voulait un peu parler de nous personnellement, tu sais, quels impacts ça a eu dans notre vie, puis aussi ça nous donne l'occasion de donner des exemples peut-être un peu plus concrets
dans le but peut-être s'il y a des jeunes pareil qui veulent participer ou juste pour montrer que c'est important de réfléchir à ces questions-là, même si on ne peut pas participer à un séminaire, ce séminaire-là précisément, mais juste de réfléchir à l'harmonie de la science et la religion, de réfléchir à comment on contribue à l'avancement de la civilisation, comment ça peut vraiment changer nos vies. Fait que c'est un peu dans cette intention-là. Voulais-tu commencer, Marc? Je peux commencer. Ben moi, évidemment, il y a plusieurs choses, là, fait que je pense qu'on va dire des choses différentes, mais chaque chose que tout le monde va dire, je pense que c'est des choses qu'on prend aussi pour nous, parce qu'il y a plusieurs impacts, évidemment. Mais une chose importante pour ma part, c'est vraiment mon choix, je dirais, de carrière, ou comme préciser mon choix de carrière, vers où ça s'oriente et pourquoi. Fait que j'ai décidé de vraiment focusser mes études en fonction de ce que je voulais faire après mes études, suite au séminaire. Fait que j'ai décidé d'aller en animation 3D pour les films d'animation ou les séries d'animation pour les plus jeunes. Parce que j'ai remarqué en analysant ça rapidement un peu, que c'est souvent un contenu qui est pas tant pris au sérieux parce que c'est rarement les jeunes qui vont dire « Ah, ça c'est bizarre, pourquoi on me montre ça à la télé? » Ils vont juste écouter. Oui. Puis des fois, les parents sont juste trop occupés. Fait que c'est pas un contenu qui est critiqué vraiment. Fait qu'on montre un peu tout et n'importe quoi. Souvent des mauvais exemples aux plus jeunes générations. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Puis même si je sais que je vais pas nécessairement pouvoir changer au grand complet le domaine de l'animation, j'ai vraiment espoir d'avoir au moins juste des conversations avec mes collègues autour de ça, puis conscientiser le monde de plus en plus à ce problème-là là, qu'il y a réellement dans notre société, parce que c'est des exemples qui suivent par la suite. Puis pour moi, c'est vraiment important. Fait que ça a été un grand impact. Puis aussi, plus tard, on va montrer un court film d'animation que j'ai fait après ma 2e année du séminaire. J'ai été comme vraiment, j'essayais de plus en plus dans mes études de penser à comment est-ce que je pourrais intégrer des principes ou des valeurs qui sont vraiment importantes pour moi quand j'ai le choix quand j'ai un choix pour le thème de l'animation que je fais, parce que souvent, on nous impose comme une idée. Puis, il est arrivé un moment où on avait vraiment un choix et que j'ai proposé à mon équipe de faire un film sur Tahereh, qui a été une femme extraordinaire pour aider la cause des femmes il y a très longtemps de ça. Puis, j'avais un ami qui avait écrit un poème sur cette merveilleuse femme. Et donc, avec ce poème-là, on a créé une animation, puis on va vous la montrer plus tard. J'espère que ça va vous plaire. On peut la faire maintenant, je pense. Ah, Tu l'as si bien présenté. On peut montrer ça maintenant, alors. Tahereh fut une des femmes les plus éduquées de la Perse du XIXe siècle. Elle fit face à la tyrannie avec un courage et une grâce que les mots ne sauraient expliquer. Elle sacrifia sa vie pour la cause des femmes. Depuis si longtemps oppressées, elles avaient besoin d'espoir. Quand la pure s'est manifestée, personne ne pouvait y croire. Elle fit face à l'injustice, bien qu'on la dise pleine de vices. Quand au divorce elle fut confrontée, c'est encore sa force qu'elle a démontrée. De grandes connaissances elle possédait, enseigner et partager était son souhait. Ils n'osèrent la tuer de leurs propres mains, par honte et peur d'être hantée. À cause d'un foulard retiré, elle mourut dans un jardin, attaquée par le faible et incontrôlé. Mais l'émancipation de la femme jamais ne pourra être arrêtée. Ainsi, par ces derniers mots, elle en a décrété. Représenter la justice et l'équité pour l'homme comme la femme, telle était sa destinée. Et toujours brûlera sa flamme.
OK. Les impacts que le séminaire a eu dans ma vie, ben dans le fond, ça n'a pas fait en sorte que j'ai changé de profession ou décidé de travailler pour telle chose ou prendre un certain emploi, mais ça m'a permis de changer mon mode de pensée un peu. Dans le fond, pendant IEPM, comme on a dit tantôt, on a beaucoup de remises en question, beaucoup de moments où il faut justifier notre façon de penser. Puis ça, je pense que c'est vraiment important dans le domaine où je suis en ce moment, là. En journalisme, justement, il faut être vraiment critique avec l'information qui t'est donnée, avec celle que tu trouves. Donc, je trouve que c'est ça, le fait de douter vraiment des messages qui me sont transmis, puis d'essayer de vraiment réfléchir à ce que je vois, puis à ce à quoi je suis exposée, m'aide vraiment dans la vie de tous les jours. Puis, sinon, je trouve que c'était bien d'avoir un espace où je sentais que mes tracas en tant qu'étudiante qui essaie d'appliquer les enseignements de la Baha'i étaient quand même assez présentés. C'est quand même sur 4 ans, donc ils ont vraiment l'occasion de faire le tour de plein de sujets, plein d'aspects qui pourraient être intéressants à analyser. Puis c'était drôle, par exemple, de lire vraiment des passages, par exemple, qui disent il se pourrait qu'au café étudiant, des étudiants aient des conversations où ils font un débat sur la place de la religion dans la société. Puis ça, on dirait que je pouvais me l'imaginer concrètement arriver dans ma vie. Ça, c'est juste un exemple, mais il y avait tellement d'exercices comme ça ou de choses qui étaient écrites comme ça dans le cahier que je trouvais ça réconfortant. Ouais. Pour moi, ça l'a permis de vraiment venir rénover les fondations de mes croyances. C'est pas que ça l'a tout remis en question, mais ça a permis de revisiter ces choses-là en profondeur. Fait qu'il y a plein de... Tu sais, mon attitude a changé, mes pensées ont changé. Ben, ils ont évolué, c'est ça. Mes pensées, mes attitudes ont évolué. Par exemple, par rapport à la façon dont je gère mon temps, mon argent, je pense que le séminaire m'a permis de comprendre la chance qu'on avait d'être des étudiantes à l'université, de comprendre que c'est un privilège, que c'est un cadeau qu'on a, puis de réfléchir, tu sais, OK, on a ces privilèges-là, on a ces choses-là dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait avec après? Puis c'est la même chose avec toutes nos richesses, dans le fond. Pardon, tu sais, richesse au sens général, là, notre temps, notre argent, nos connaissances, tu sais, pourquoi est-ce qu'on a ces choses-là, tu sais? Est-ce que c'est juste pour nous, faire progresser notre vie, être heureux, peut-être rendre 2 ou 3 personnes de nous autour heureux? Non, genre, on veut penser à tout le monde au complet, puis c'est pas non plus de dire que moi, individuellement, je vais changer le monde au complet, mais si tout le monde réfléchit à cette échelle-là, puis essaie toujours de penser qu'est-ce qui est le plus juste, qu'est-ce qui est le plus équitable, c'est quoi la meilleure façon d'utiliser ce qui est à ma disposition, mais c'est sûr qu'à la fin, ça va transformer le monde. Puis, je pense que le séminaire m'a permis de comprendre que c'est pas naïf d'avoir cet espoir-là. C'est pas naïf de sacrifier puis de vraiment mettre beaucoup d'efforts dans cette cause-là parce que je veux dire, même si mon impact est infiniment petit à la fin de la journée, c'est mieux que d'avoir rien fait. Puis moi, je saurais que j'aurais fait ma part. Tu sais, chaque personne a une contribution qu'il peut apporter au monde. Fait que c'est plutôt révolutionnaire, je trouve. Puis je pense que c'est important pour tout le monde de se poser, dans le fond, ces questions-là. C'est sûr que le séminaire, c'est particulier parce que ça s'adresse à quelques personnes, tu sais, aux étudiants au cégep ou à l'université qui veulent mettre en pratique les enseignements de Baha'u'llah. Mais je pense que n'importe qui peut réfléchir à ces choses-là aussi, puis se poser ces mêmes questions-là. Ça a aussi beaucoup changé la façon dont je vois mes différentes relations. Tu sais. Par exemple, la relation que j'ai avec ma famille élargie. On dirait que maintenant, je réalise que c'est important
de mettre beaucoup d'amour puis d'attention dans toutes les relations qu'on a, que ce soit notre relation à la connaissance, notre relation aux autres, notre relation avec Dieu. Tu sais, dans le séminaire, notre relation à la culture. Dans le séminaire, on explore aussi toutes ces choses-là, tous les espaces puis les dimensions avec lesquelles on est en relation. Puis ça, c'est sûr qu'à la fin, ça va influencer la façon dont on exerce notre métier, la façon dont on évolue dans nos études, la façon dont on participe à l'action sociale. Fait que c'est pas un séminaire qui va compartimentaliser. Au contraire, on va voir comment tout est connecté ensemble, puis toutes ces choses-là sont liées d'une façon. Fait que ouais, ça a changé beaucoup de choses. C'est sûr que c'est difficile de décrire, là, parce que c'est tellement, justement, profond, tu sais, c'est comme une transformation. Mais en tout cas, si j'avais à le décrire, c'est ça que je dirais. Puis je pense que d'avoir cette fondation-là, de réfléchir vraiment profondément à nos croyances puis nos actions, ben c'est très utile pour réussir à garder le cap. Par exemple, cette année, j'ai commencé mes stages. Ça a été très difficile là, je pense que beaucoup d'étudiants le vivent, ça, la transition entre la pratique puis l'action, que ce soit dans les stages ou quand on commence à rentrer sur le marché du travail, c'est sûr qu'il y a quand même un décalage. Fait que je pense de savoir pourquoi on fait les choses, ça aide aussi avec cette adaptation-là. Fait que je suis vraiment contente d'avoir investi mon temps à chaque été pour réfléchir à ces questions-là. C'est sûr que ça l'aide énormément. Taïré fut une des femmes les plus... OK, fait qu'on serait rendu à la table ronde. Peut-être juste avant, je suis désolée, avant de faire la table ronde, je voulais juste préciser un truc, mais c'est pas en tout cas, c'est juste que c'est pas une présentation officielle comme de l'IEPM, au nom de l'IEPM ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus nous, on a partagé des choses qu'on pensait qui pouvaient être intéressantes ou qui pouvaient apporter quelque chose à tout le monde, mais puis aussi partager juste notre expérience. Mais c'est ça, c'était juste pour préciser qu'il y a probablement plein de choses qu'on a oubliées ou des choses qu'on a moins bien expliquées. Voilà, merci quand même. Oui, merci beaucoup. En tout cas, vous trois, vous êtes vraiment trois. Puis ça, je le dis parce que aujourd'hui à midi, j'ai vu 2 de ces 3 jeunes-là en train de donner un cours à des très-jeunes de 13 ans, ou en tout cas dans ce coin-là, dans le quartier Saint-Pédis. Donc, c'est des jeunes qui ne font pas juste parler, elles agissent. Et ça, c'est vraiment... s'il y a une preuve que cet institut marche, c'est justement de voir le résultat de leurs fruits en vous trois. Merci énormément pour votre présentation. Merci pour tout ce que vous avez partagé de la part de tout le monde. Je pense qu'on est tous très contents. Donc, je vous invite tous pour le sujet de la justice sociale dans un mois, le 15 avril, avec Lise. Puis, encore une fois, merci à tous d'avoir été présents et bonne soirée. Profitez de la belle tempête qui s'annonce pour demain. Merci à tous. Merci beaucoup.